Imaginez un navire qui attendait 30 jours. Vous faites 5 millions fois 30, vous savez ce que ça fait déjà. Et il n'a pas travaillé. Parce qu'il a attendu 30 jours sans travail. Mais qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il doit. Parce qu'il y a du personnel, il y a du carburant, il y a tout cela qu'il faut brûler. Contre 5 jours ou 4 jours, vous voyez le gain à son niveau. Donc, de ce point de vue, le port de Cotonou est plus compétitif. L'autre chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est la sécurité. Et la sécurité, parce qu'il y a ces deux choses qui... Ce qui fait la compétitivité d'un port, c'est pas grand-chose, hein. Célérité, sécurité. Donc, ceci a été rendu possible avec l'œil vigilant de ceux que nous appelons les gardes-côtes américains et qui travaillent essentiellement sur les normes de code ISPS, qui appuient le Bénin à améliorer les normes de code ISPS. Lorsque ces structures émettrices reçoivent l'information de la plateforme GOS de façon dématérialisée, ces structures procèdent à la réception. Le PVI, une des recettes appliquées pour rendre le port compétitif, s'est révélé un gros piège pour l'économie nationale. Seul comptable et responsable devant le peuple, le grand réformateur a vite pris ses responsabilités. Au niveau de la plateforme portuaire, nous parlons souvent du centre commun de prédédouanement, du guichet unique des opérations du commerce extérieur, ce que nous appelons généralement le CCP-GOS. C'est une réforme phare, c'est une réforme importante que nous avons entreprise sous l'impulsion du chef de l'État, parce que cette réforme, ça il faut l'avouer, c'est le Conseil présidentiel des investissements qui a piloté cette réforme et la douane en est, disons, la cheville ouvrière. Aujourd'hui, cette réforme a été mise en œuvre, c'est nous qui la conduisons. De quoi parle cette réforme? Cette réforme parle de la dématérialisation de tout ce qui est liage documentaire en matière de prédédouanement. Dans l'opérationnalisation, il y a des opérations de commerce qui exigent la délivrance d'un certain nombre de certificats, permis, autorisations et autres. Autrefois, les usagers étaient obligés de parcourir les différentes structures chargées de délivrer ces documents. Mais aujourd'hui, avec l'installation du centre commun de prédédouanement, du guichet unique des opérations de commerce extérieur, tout peut se faire en ligne. L'usager, à partir de son portable ou à partir de son ordinateur, peut faire les demandes et obtenir en ligne ces mêmes certificats. Donc, du coup, il y a un gain considérable de temps. Il y a une réduction des peines également. Et mieux pour l'administration des douanes, c'est qu'il y a une sécurisation des documents qui sont délivrés, puisque ce n'est plus des documents manuels, mais c'est des documents délivrés en ligne. Nous avons initié ce que nous avons appelé le PCV, le programme de certification des valeurs. Aujourd'hui, la valeur est un fondamental dans la détermination des droits à payer au cordon douanier. Et pour ce faire, nous sommes entrés dans un partenariat avec la SGS, Société Générale de Surveillance, qui est en train de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme qui veut que nous puissions mieux appréhender la base taxable des marchandises importées ou à exporter et que nous puissions également constituer une base de données de valeur qui va nous permettre, même après ce contrat, de pouvoir continuer, n'est-ce pas, à mieux appréhender les valeurs. C'est également une réforme phare. Nous avons également le Sidonia World. Le Sidonia World, c'est une réforme que nous avons initiée tout récemment. Elle peut permettre beaucoup d'interfaçages. Nous avons également acquis des scanners. Acquis des scanners. Et tout ça, nous devons rendre hommage au chef de l'État, puisque du seul scanner qui devait être installé à l'aéroport, il a demandé que 2 scanners soient également pris, toujours pour la plateforme aéroportuaire. Il ne s'agit pas seulement de la plateforme aéroportuaire, il s'agit également de la plateforme portuaire. Les autorités au plus haut niveau ont commandé également un scanner. Toute estimation faite, c'est quand même pas loin du milliard, c'est un montant élevé. Et avec ce scanner, je crois que notre plateforme portuaire sera davantage sécurisée. Ça constitue également un outil important qui va accompagner la douane
dans l'identification physique des marchandises. Autrement dit, on va peut-être finir avec les contrôles manuels, les contrôles par sondage, mais avoir la vérité de ce qui est réellement à l'intérieur des conteneurs. C'est une réforme importante, ça il faut le souligner. Nous avons également initié au niveau de la maison une application que nous appelons le contrôle mobile qui permet à partir des smartphones de faire des contrôles sur des chargements en déplacement, soit qu'il s'agisse de marchandises ou qu'il s'agisse de véhicules. Nous avons développé une application maison. Nous avons également développé, toujours avec les informaticiens, ce que nous appelons l'amélioration des bons retours, c'est-à-dire la décharge des acquis qui se faisait autrefois de façon manuelle au niveau des unités de destination, les unités de sortie, Malanville, Gaïa et autres. Aujourd'hui, avec cette application, l'appurement se fait automatiquement, ce qui permet la déconsignation des bons retours et permet, n'est-ce pas, aux usagers de pouvoir entrer leurs fonds, de pouvoir entrer en possession de leurs fonds, parce qu'ils fonctionnent comme un système de revolving. C'est les mêmes sous qu'on déconsigne qui prennent pour reprendre les opérations. Donc il y a une rotation. Nous avons également développé des applications de sélectivité, c'est-à-dire que nous avons défini des critères de contrôle, ce qui fait qu'on ne peut plus travailler de façon hasardeuse. Non, s'il y a des contrôles qui doivent se faire, c'est sur des bases des critères objectifs. Donc c'est ce que nous appelons la sélectivité. L'un des objectifs de ces réformes, c'est à terme de pouvoir permettre l'amélioration. Parce que quand nous aurons renforcé les capacités d'intervention de l'administration des douanes, quand nous aurons doté l'administration des douanes de tous les moyens dont elle a besoin pour pouvoir performer, il va de soi que le résultat ne peut être que l'amélioration des recettes. L'environnement des affaires assez lourd et pollué est un handicap, un gros obstacle à son ambition de dynamiser l'économie, d'accélérer le rythme de la création de richesses par l'investissement privé. Cet obstacle sera levé à coup de mesures d'assainissement. Le Bénin, qui traînait dans les bas-fonds du classement Doing Business de la Banque mondiale, a rejoint le peloton de tête. Le Bénin est parti de très loin et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Nous sommes reconnus par la communauté financière internationale. Les promoteurs, les investisseurs, les chercheurs d'opportunités courent à nos portes tous les jours pour voir les opportunités qu'il y a dans notre pays. Donc ça traduit directement que les efforts du chef de l'État dans ce domaine pour améliorer le climat des affaires portent et est entendu par toute la communauté internationale. Aujourd'hui, au Bénin, les opérateurs économiques et ceux qui sont en activité et ceux qui prétendent ou bien ceux qui aspirent à être opérateurs économiques existant dans le privé sont beaucoup plus à l'aise dans les formalisations qu'ils ont à faire aujourd'hui pour vraiment commencer à entreprendre. Et il y a quelques années, c'était très très difficile pour un jeune entrepreneur de se dire qu'il veut créer une entreprise et pouvoir faire des affaires au Bénin, entreprendre au Bénin. Aujourd'hui, et 10 ans après, c'est très très facile aujourd'hui. Et ce qui coûtait très cher à 1 million de francs CFA en moyenne pour créer une entreprise, et il y a quelques années, aujourd'hui c'est presque rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la politique chef de l'État, ce que nous avions eu à faire depuis ces dernières années, nous avons simplifié tout ce qui est procédure. Nous avons essayé de réduire les coûts au maximum et nous avons essayé de réduire le nombre le processus de création d'entreprise, le processus d'entreprendre et les dispositifs mis en place pour accompagner les jeunes promoteurs afin qu'effectivement qu'ils prospèrent dans leurs activités économiques dans notre pays. Donc, et ça se sent. Il y a quelques années, à peine on a un certain nombre d'entreprises créées. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 entreprises créées récemment. Le gouvernement a mis en place des dispositifs pour accompagner. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de créer. Le problème, c'est de créer et que ces entreprises survivent. Donc, pour la survie de ces entreprises, le gouvernement a mis en place des dispositifs pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'effectivement d'avoir les outils nécessaires, l'accompagnement nécessaire pour vraiment prospérer. Donc, c'est des éléments qui sont clairs,
qui ont été réalisés ces dernières années et la population en est convaincue. Et il y a aussi les questions d'investissement. Il y a quelques années, à peine le Bénin avait 50 millions de dollars en investissement direct étranger. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 millions de dollars. Donc vous pouvez faire le calcul vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui est petit, c'est des progrès qui ont été faits sur des années. Donc tout ça, c'est les résultats des actions menées, des actions entreprises par le chef de l'État. Il y a quelques années, le Bénin est très mal classé. Si on prend les références, les benchmarks benchmarks de façon globale, pour ce qui concerne le climat des affaires, particulièrement le Doing Business, et le Bénin est très mal classé, 175e, 181 économie il y a quelques années, en 2011. Aujourd'hui, nous sommes vraiment mieux classés. Nous avons fait d'énormes progrès. Le travail continue. Nous avons fait d'énormes progrès qui ont été reconnus l'année dernière. Nous avons fait la table ronde à Paris. Donc, c'est des éléments clés qui permettent de dire aujourd'hui que le Bénin est un pays très attractif à l'investissement. Nous avons la démocratie, nous avons la paix, nous avons la stabilité. Ce sont des atouts fondamentaux. En plus de ça, les efforts ont été faits pour vraiment améliorer le cadre dans lequel le privé pourra venir dans notre pays et pouvoir exercer. Dans les 6 derniers mois, il y a plus de 3 banques privées qui se sont installées au Bénin. Pourquoi? C'est parce que le Bénin offre le cadre qu'il faut pour leur permettre de s'installer et de s'épanouir. C'est pour dire que notre pays est attractif et nous allons continuer à travailler avec les privés pour faciliter les processus afin de leur permettre d'exercer leurs activités ici au Bénin en toute quiétude. Le rayonnement économique du Bénin, malgré la conjoncture internationale défavorable, atteste de la pertinence des réformes. Les institutions de Bretton Woods sont fascinées par les performances économiques du Bénin et ne se privent pas de rendre témoignage. Le conseil d'administration du FMI, au cours de sa réunion du 11 décembre 2015, a salué la solidité des résultats macroéconomiques obtenus dans notre pays, et ceci en lien avec l'orientation prudente de la gestion du gouvernement. Le Conseil a particulièrement relevé la maîtrise de l'inflation comme étant un point fort. Le Conseil a également relevé la gestion prudente des finances publiques. Il a ensuite relevé la stabilité du déficit extérieur courant. Et enfin, il a souligné un point fort qui est la viabilité de la dette publique. L'orientation favorable de tous ces indicateurs, comme vous pouvez l'imaginer, a conforté l'activité économique dans notre pays, ce qui a permis d'enregistrer ces dernières années des taux de croissance extrêmement élevés. Et je peux vous dire que nous avons enregistré un des plus hauts historiques en 2013 à 6,9%. L'encours de la dette du Bénin se chiffre à 1768 milliards au 30 septembre 2015, ce qui conduit à un taux d'endettement de 41%, contre une norme communautaire de 70% au maximum. Ce qui veut dire que nous dégageons donc un écart confortable de près de 30 points de pourcentage par rapport à la limite fixée au sein des pays de l'UEMOA. Ceci fait donc que le Bénin fait partie des pays les moins endettés de la sous-région. Pour ce qui concerne le second indicateur dont j'ai parlé, à savoir l'analyse de viabilité de la dette, elle a été récemment conduite par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et cette analyse a confirmé la faiblesse du risque de surendettement de notre pays. En conclusion, sur la base de ces 2 indicateurs dont je viens de parler, notre pays dispose donc des marges de manœuvre confortables pour un endettement bien encadré, et ceci conformément à la politique d'endettement et de gestion de la dette publique, qui est une réforme majeure et que le gouvernement vient d'adopter en novembre 2015. Les réformes ont payé, rendant les bases de l'économie bien solides. Les caisses de l'État débordent et autorisent des actions de générosité. Contrairement aux pratiques courantes ailleurs, où les richesses de l'État sont séquestrées, confisquées par les princes régnants,
qui s'autorisent tous les abus et extravagances, se donnent des vacances dorées dans des hôtels particuliers en Europe ou ailleurs, ou loge ses richesses dans des paradis fiscaux, lui, l'architecte du changement, partage. C'est la prospérité partagée qui révèle son humanisme et son détachement des biens matériels. Tout un faisceau d'actions de générosité et de partage est émis et illustre la grandeur d'âme de l'apôtre de la prospérité partagée. Il faut rompre l'étau des frais de scolarité qui étranglent les parents d'élèves. La gratuité de l'enseignement maternel et primaire est décrétée et élargie aux filles de la classe de 6e en terminale. Je suis très contente du président Yahi Boni parce qu'avant on payait. Mais quand Yahi Boni est venu, on ne paie plus de la contribution. On vient à l'école gratuite, on apprend gratuite et nos parents sont contents de nous. Merci, Papa Yahi Boni. A plus d'énergie que le ministre. Est-ce que c'est que le fonctionnaire a plus d'énergie? Quel est le propos de cette gratuité que l'État a fait est une très bonne chose. Ça fait que les parents ont le courage aujourd'hui d'envoyer les filles à l'école. En 10 ans, le président Boni Yahi a fait beaucoup de travail. Il a trop fait pour l'État béninois. Si je suis autorisée à l'apprécier, moi je pouvais lui donner mention très bien. Les effets induits de cette mesure ont porté le Bénin sous le projecteur de la communauté internationale qui a décerné une mention honorable au Bénin à la 70e Assemblée générale des Nations unies consacrée au bilan des OMD, objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'éducation. Le maintien des enfants à l'école est un autre défi qui, non relevé, annihilerait tous les efforts déjà faits. Le réformateur a mis en œuvre une politique d'assistance alimentaire aux enfants dans les zones déshéritées. Les cantines scolaires sont ouvertes partout, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions au départ 643 cantines scolaires en 2006. Aujourd'hui, nous sommes à 2350 cantines scolaires. Et ces 2350, ça représente environ 28,4% de toutes les écoles primaires publiques du Bénin. Donc vous voyez, il y a un effort important à faire pour arriver à couvrir toutes les écoles en zone rurale. Et pour couvrir ces écoles en zone rurale, il faut atteindre 51%. Et pour cela, le gouvernement du Dr Boni Yahi a décidé de doter notre ministère d'une politique nationale d'alimentation scolaire. Cela permet de prendre en compte près de 500 000 enfants, représentant 30% de l'ensemble des élèves des écoles primaires publiques du Bénin. Donc nous atteignons 30% de ces élèves-là. Et ces efforts ont été faits grâce aux mesures d'accompagnement de la gratuité des enseignements maternels et primaires. Du coup, les écoles s'emplissent et débordent. L'encadrement devient aléatoire. Le réformateur recourt à sa boîte à remèdes et lance le programme de construction de salles de classe. Effort reconnu par les partenaires au développement. Ils se sont associés à cette œuvre de développement par leur accompagnement financier. Des dizaines de milliers de salles de classe sont construites et offrent aux jeunes apprenants d'étudier dans des conditions normales. Il y a eu la gratuité des enseignements maternels et primaires qui a fait que beaucoup d'enfants sont arrivés, n'est-ce pas, à l'école primaire. Le taux d'accroissement est de 56%. Entre 2006 et 2015, le taux d'accroissement des effectifs des élèves. Et pour faire face à cela, il fallait construire, n'est-ce pas, des salles de classe. 12 976 salles de classe ont été construites entre 2006 et 2015 pour une moyenne de 1688 par an. Et ces salles de classe-là ont été équipées, n'est-ce pas, en tables et bancs. Ce qui fait que nous avons atteint 70% de salles de classe en bon état. Alors qu'en 2006, nous étions à 51%. Donc vous voyez, malgré que l'effectif a augmenté, les conditions d'apprentissage se sont améliorées. Alors que si les conditions d'apprentissage restaient les mêmes, il y aurait déjà eu un effort
de prise en charge des nouveaux enfants qui sont arrivés. Mais l'effort a été plus important. C'est vrai qu'il y a 30%, n'est-ce pas, à rattraper. L'effort est important. Si on continue, n'est-ce pas, de faire environ 1600 salles de classe par an, je crois qu'à l'horizon 2020, nous allons finir avec, n'est-ce pas, les déficits en salles de classe. De la même manière, il y a 30 logements qui ont été construits pour les enseignants qui vivent dans des milieux défavorisés. Tout cela pour les maintenir, n'est-ce pas, dans les différents villages afin qu'ils puissent apporter les savoirs et les connaissances aux enfants. Dans les milieux lacustres, il y a aussi des efforts qui sont faits avec des bacs motorisés qui sont donnés, avec des gilets de sauvetage et des bottes. Nous en avons donné une bac cette année, par exemple, à Soava. Nous avons donné 400 gilets de sauvetage. Nous avons donné 300 bottes pour tous les enseignants de la circonscription scolaire de Soava. Si les enfants doivent aller à l'école, il faut des enseignants. Entre 2006 et 2015, 9 854 enseignants ont été recrutés. En plus de cela, il y a près de 11 000 enseignants anciennement appelés vacataires qui ont été reversés comme agents contractuels de l'État, ce qui les a motivés, ce qui leur a permis vraiment d'avoir la paix du cœur pour apporter les connaissances adéquates aux enfants. Nous avons la création d'un certain nombre de primes au profit des enseignants. D'abord, nous avons la prime d'incitation à la fonction enseignante qui était fixée à 7 000 francs, mais qui est passée à 8 000 francs en 2007. Après, toujours au cours de l'année 2007, il y a eu la prise en charge